C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Une nouvelle invitée m'a rejoint, Paul Arnaud Bertin Zéhouri. Vous êtes notaire de formation, vous serez candidat aux prochaines élections régionales dans votre pays en Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir rejoint. Ahmed Fofana, membre du RDR, le parti présidentiel, est resté avec moi, de même que Hassen Tour de l'Union des Nouvelles Générations. Merci à vous également. On l'a vu, le bras de fer est engagé entre pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire au sujet de la commission électorale indépendante. Mais que se passera-t-il si celle-ci n'est pas réformée avant les 3 élections prévues cette année? Élément de réponse dans ce reportage à nouveau signé Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le pouvoir n'est pas encore prêt pour une réforme de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs mois, cette réforme est la revendication principale de l'opposition. Malgré les pressions et un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le gouvernement campe sur ses positions. Le Premier ministre, au cours d'une conférence de presse, a annoncé que la composition actuelle de la CEI est une amélioration de l'ancienne commission à la demande de l'opposition. Pour le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir, il n'y a pas d'agenda caché. Le RDR, pour l'heure, ne s'est pas encore prononcé sur la question. Nous avons une réunion ce mardi sur donc, les questions d'élection. Et cette réunion sera l'occasion pour nous d'analyser en profondeur l'ensemble des questions relatives aux élections et notamment la CEI. Sans réforme de la commission électorale indépendante, certains partis politiques pensent au boycott des élections. D'autres, par contre, sont enclins à participer aux élections. C'est la même logique qui a prévalu en 90, au moment où même c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Nous y avons participé en ayant toujours à l'esprit qu'il faut que les règles changent pour que davantage de compétiteurs puissent gagner. Parce que, quelle que soit la qualité de l'arbitre, il y a des compétiteurs qui peuvent gagner. La perspective des élections sert de catalyseur à l'activité des partis politiques. Les militants de certains partis d'opposition, comme le Congrès ivoirien pour le développement et la paix, se mobilisent pour obtenir le suffrage des électeurs. Au sein de la mobilisation, au sein de l'investiture, j'ai vu que les Ivoiriens ont décidé de faire un changement. On a beaucoup entendu démocratie, démocratie. Bon, ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on voit. Pour les observateurs, la situation actuelle est l'expression de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Pouvoir et opposition sont en mode compétition. C'est ça le véritable enjeu, se donner les moyens pour mieux affronter 2020 et voir comment, malgré le contexte hostile, il est possible de récupérer des régions, de récupérer des mairies ou d'avoir des voix quand même, malgré l'environnement qui paraît hostile au niveau de la commission électorale, comme les observateurs ou des partis politiques peuvent en avoir le sentiment. Pour des élections libres et transparentes, les organisations de la société civile proposent une commission électorale indépendante de 13 membres avec seulement 6 postes dévolus aux partis politiques du pouvoir et de l'opposition. Une proposition accueillie avec circonspection par la classe politique ivoirienne. Paul Arnaud Bertin Zéhouri, je l'ai dit, vous êtes notaire de formation et vous serez probablement candidat aux prochaines élections régionales, précisément à l'Audibois, dans le sud-ouest de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous, la commission électorale, dans sa configuration actuelle, ne vous cause aucun problème. Vous participerez aux élections. Écoutez, c'est un devoir pour tout citoyen ivoirien, déjà de prendre part aux élections dans son pays, en tant qu'électeur ou en tant que candidat aux élections. À partir de là, les autres questions sont des questions juridiques, des questions structurelles qu'il faut donc régler. Et je suis sur ce plateau pour donner un petit peu mon point de vue, d'abord des juristes, ensuite d'acteurs de la société civile et apporter ma contribution. Alors nous l'avons vu dans la première partie de cette émission, Hassen Tour, qui représente ici l'Union des Nouvelles Générations, a mis en exergue le caractère, selon lui, illégal de l'actuelle commission électorale, mais il n'est pas le seul. Hein. Martial Aipo dit également que l'actuelle, c'est un opposant ivoirien, dit également que l'actuelle commission électorale est tout à fait illégale du fait que l'actuel président, effectivement, est là depuis 2010. Vous, quel est le regard du juriste que vous êtes sur cette question?
Et quand on parle d'illégalité, ça veut dire qu'il y a non-conformité à une norme juridique supérieure. Oui. Donc, si des citoyens ivoiriens pensent que la commission électorale indépendante actuelle est illégale, j'espère qu'ils tiennent compte de la hiérarchie des normes juridiques. De mon point de vue, en tant que juriste, je pense que ce n'est pas une question qui devrait être sur la table. Ce n'est pas une question qui devrait être sur la table, dites-vous. Hassan Touo, on pourrait vous demander, mais comment se fait-il que vous avez toujours essayé et accepté cette commission? Il a fallu l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour que vous disiez aujourd'hui, ah oui, c'est vrai que la commission est illégale et politiquement inacceptable, mais vous avez accepté jusqu'alors que cette commission organise les échéances électorales, les élections que vous avez connues depuis 2011 jusqu'au référendum de 2016. Non, le dire ainsi, ce n'est pas exact parce que l'opposition n'a pas accepté la configuration de la CEI telle qu'elle est aujourd'hui. Vous savez, en 2000, quand M. Ouattara a pris le pouvoir, il y a eu des discussions entre l'opposition et le pouvoir. Et il faut rappeler le contexte de cette discussion concernant la CEI. Quand le Premier ministre, M. Gon Coulibaly, parle, il dit qu'il y a déjà eu un consensus. Comme tout à l'heure, moi, je vous parle de l'actuelle CEI qui est composée de 17 membres. Je ne parle pas de celle qui avait 12 membres. Oui. Non, celle qui a 17 membres. Justement, c'est cette CEI-là. Voilà, c'est ça. C'est pour cette CEI-là que les partis politiques actuels, l'opposition, demande au pouvoir de renégocier la configuration. Parce qu'il est constant, il est réel que dans cette CEI, comme le dit, est constituée de 17 membres, dans lesquels la coalition au pouvoir a ses représentants. Et nous disons que, en plus de la composition même de cette institution, il y a certaines questions qui doivent être réglées. Parce que la CEI organise une élection, mais il y a un environnement sécuritaire qui doit prévaloir. Et or, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas, on ne peut pas affirmer avec sérénité qu'on peut exercer son droit au vote, comme l'a dit tout à l'heure le juriste, librement et sans risque de représailles. Alors, donc, la négociation que l'opposition demande ne se résume pas seulement à la composition de la CEI, elle se résume aussi à la discussion de toutes les questions qui sont liées à ce scrutin. Je rappelle effectivement la configuration de l'actuelle commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire qui est composée de 17 membres. 4 sont issus de la mouvance présidentielle, 4 sont issus de l'opposition, ça fait 8. 4 sont issus de la société civile, ça fait 12. Et 5 sont issus des institutions de la République, dont la présidence de la République. Ça veut dire que les membres, outre les 4 membres... Les contestations de l'opposition ne sont pas seulement portées sur le nombre des membres de la commission. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette commission est à la solde du pouvoir? Quels sont les éléments concrets? L'opposition est légitimée à douter. Parce que c'est vrai que le RD est connu pour son habitude à violer avec beaucoup de plaisir la loi, c'est connu. Mais si l'opposition conteste ça, c'est parce que d'abord, en toute chose, nous sommes des responsables politiques et pouvoir, on a le devoir de faire les choses selon l'ordre légal établi. Tout à l'heure, le compatriote juriste a parlé du fait qu'il faut tenir compte de la hiérarchie des normes. J'aurais aimé qu'il aille plus loin pour lui expliquer ici en quoi est-ce que la loi organique qui organise la composition de la CEI, qui précise le mandat du président de la CEI et des membres de la commission, en quoi est-ce que cette loi-là est inférieure ou n'est pas conforme à une certaine loi supérieure à elle. Moi, j'aurais aimé qu'il explique. Mais en ce qui concerne l'opposition, sur ce sujet, les propositions que mon parti a faites et qui fait depuis lors, parce que tout à l'heure, vous disiez un truc qui n'est pas tout à fait exact. Allez-y. Nos propositions ne datent pas de l'arrêt de la Cour africaine. De la Cour africaine. L'UNG a toujours fait des propositions dans le sens d'inviter le pouvoir en place à ce que nous appelons un dialogue politique inclusif. C'est-à-dire prenant en compte toutes les forces vives de la nation. Afin que votre parti ira aux prochaines élections quand même. Le sujet est en discussion. Nous restons sur un boycott de tout ce qui est élection que ce pouvoir organise dans des conditions floues, injustes et illégales. Et pour ces élections à venir, la question est sur la table. Et nous allons étudier la possibilité d'y participer ou pas, selon que le pouvoir le veut ou pas. À un moment donné, effectivement, le pouvoir en place fera preuve d'ouverture et sera attentif comme toujours, aux appels de l'opposition? L'État, le gouvernement ne ferme pas la main aux discussions. Mais je voulais répondre à ce que Hassan Touo dit.
Déjà, il dit l'opposition. Mais déjà, il faut qu'il se mette d'accord déjà sur l'opposition. Parce que l'opposition qui a discuté avec l'État en 2014, l'État a fait des ouvertures. Il ne faut pas oublier que cette CI-là, c'était la proposition de l'opposition, aller à 17 membres, etc., sous l'œil d'un DI et un parti américain qui était comme observateur. Et cette opposition, je ne sais pas c'est quelle opposition, opposition, puisqu'il ne met pas de l'opposition. Alors qu'en son temps, l'opposition, l'UNG, l'opposition FPI, Tana Aboudraman Sangaré n'ont pas participé aux négociations. L'opposition FPI, Tana Aboudraman, c'est eux qui ont participé aux négociations. Un. Deuxièmement, quand il dit que le RDS est un parti... Voilà, pour une fois où il n'y a pas eu de violence en Côte d'Ivoire dans une élection, c'était en 2015 parce que le FPI n'a pas participé. Le FPI, Tendance Aboudraman Sangaré, ils sont connus pour les barbaries depuis 2000. On le sait. Donc vous pensez qu'à chaque fois que le pays participe à une élection, il y a violence post-électorale en Côte d'Ivoire? C'est ce que vous dites. Ça a été vérifié depuis 1995. Alors, on n'est pas là pour ça. Oui. J'ai dit qu'ils sont nostalgiques, il faut qu'ils reviennent. On est là pour la CI. Cette CI, c'est le fruit d'un consensus. C'est ce que vous ne cessez de répéter. Et le gouvernement n'est pas fermé aux négociations. Je vous ai dit que le politique, qu'un ensemble de sociétés civiles ont fait des propositions au gouvernement, mais ça est sur la table du gouvernement. Voilà, les négociations ça vous réjouirait si l'opposition boycotte à nouveau les élections? Nous, de toute façon, que l'opposition boycotte... Est-ce que c'est l'intention derrière? Au fond, ce n'est pas le souhait? Non, on n'a pas de souhait. Que l'opposition boycotte ou pas, le RHDP, c'est nous force qui gagne. Oui, mais si vous n'avez aucun concurrent en face... tant mieux. Vous ne craignez pas de souffrir de légitimité? Mais si l'opposition boycotte les élections à venir. Mais pourquoi l'opposition va boycotter les élections? Ça, c'est le droit de l'opposition. L'opposition est libre de boycotter ou pas l'élection. D'accord. On ne va pas imposer à l'opposition de participer à une élection. Maître Zéhouri, je l'ai dit, vous serez candidat et indépendant. Vous, quel est votre souhait par rapport à la question qu'en dépit quand même de cette configuration de la commission électorale, que les partis d'opposition acceptent quand même de compétir? Non, ce sera votre appel? Ce n'est pas exactement ce que je dis. Alors, il faut souvenez-vous que la Côte d'Ivoire est un État responsable qui a souscrit, si vous voulez, plusieurs instruments internationaux. Tout à fait. Qui parlent de droits de l'homme, qui parlent de justice, qui parlent de protection des droits individuels et du libre accès des citoyens ivoiriens à la loi et aux institutions de l'État. La Déclaration universelle des droits de l'homme estime que la volonté du peuple, c'est le fondement de toute autorité publique. Oui. Et par conséquent, ceux qui exercent le pouvoir doivent l'exercer dans un canal qui est le suffrage universel. D'accord. Pour revenir à la question concrète des élections à venir, votre position, c'est qu'il faut que ce soit les indépendants, que ce soit l'opposition, les partis d'opposition qui acceptent quand même de participer à cette élection. Les élections, de toute façon, pour pouvoir, on va dire, moderniser le pays, pouvoir réformer le pays, il faut qu'il y ait des élections, mais pas à n'importe quel prix. Soyons bien d'accord. Les personnes, l'opposition, comme vous dites, si elle estime qu'il y a des conditions qu'il faut revoir, et notamment la composition de la commission électorale indépendante, je pense qu'il faut effectivement regarder, puisque c'est l'Assemblée nationale, représentée par un nombre important de députés, qui a d'abord saisi les institutions judiciaires internationales, ou pardon, sous-régionales, à l'effet... à l'effet de constater l'inconstitutionnalité de la commission électorale actuelle. Voilà. Vous comprenez? Ensuite, l'Assemblée nationale n'a pas été suivie, si vous voulez, par le Conseil constitutionnel. Bien entendu, d'autres personnes appartenant à la société civile, comme vous et moi, ont pris la situation en main et ont saisi la Cour africaine. C'est ça, comme l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. C'était en 2014. Ayant saisi la Cour africaine des droits de l'homme, sur la base de la violation, je dirais, d'un certain nombre d'instruments internationaux. Oui, notamment la Charte africaine et de la démocratie et de la bonne gouvernance. La Cour africaine
a estimé sur plusieurs points que la commission électorale indépendante pourrait être réformée. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire est condamnée, ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire va aller en prison, qu'elle va payer des dettes. Non, de toute façon. Ça veut dire juste qu'il y a un appel qui est lancé aux autorités ivoiriennes de créer une table ronde avec l'opposition, avec la société civile et avec toutes les personnes désireuses de faire avancer la Côte d'Ivoire. Et ça, je ne pense pas que l'opposition soit arc-boutée sur sa situation. Elle souhaite, j'espère, qu'il y ait des négociations pour que la composition de la CEI actuelle soit revue dans le sens où la Cour africaine le dit. Alors, la composition en question, vous la connaissez? Oui, on la connaît, vous l'avez dit tout à l'heure. 4, 2, le reste qui représente les institutions gouvernementales, c'est qui crée un déséquilibre exceptionnel. Par exemple, la présidence est un représentant au niveau de la commission électorale. Ça ne peut pas faire l'objet de passions, comme je suis en train de voir sur votre plateau. Ça doit faire l'objet, au sein d'un État responsable, de discussions franches, des discussions fraternelles, je dirais, de manière à ce que les uns et les autres comprennent que ce qui est en jeu, c'est de permettre à tous les Ivoiriens d'être égal devant la loi. Très rapidement, mais alors en quelques secondes. Je ne peux pas laisser dire ici que l'État de Côte d'Ivoire a le droit de ne pas respecter une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, alors que l'État de Côte d'Ivoire est signataire. A ratifié effectivement la charte africaine de la démocratie, la Constitution ivoirienne, votée en 2016, fait au paragraphe 10 de son préambule, fait obligation à l'État de Côte d'Ivoire de respecter ses engagements internationaux. D'où sort-il que l'État de Côte d'Ivoire est libre de respecter ses engagements ou pas? On comprend tout à fait votre indignation, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler ici, c'est que effectivement les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne sont pas coercitives. Les États ne sont pas... Non. C'est ça l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes de cette juridiction. Elle a une portée, cette décision, une portée politique, mais pas une portée. Mais tout comme les décisions des institutions internationales, qui sont toujours contraignantes, mais qui n'ont pas les moyens justement de la contrainte qui les accompagne. Bien sûr, on sait que dans ce monde, il y a des États voyous. Est-ce que le gouvernement Ouattara va accepter de confirmer sa réputation de gouvernement voyou ou pas? Je propose qu'on posons ce répondre à cette question dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.